Bonjour à tous, bonjour la guilde, la sortie d'Ulduar approche à grands pas et je pense qu'il est temps de vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce raid légendaire pour ceux qui l'avaient déjà fait ou ceux qui vont le découvrir. Il avait marqué beaucoup de monde à l'époque sur son design et sur son originalité et comme je l'ai précisé dans une précédente vidéo, ce raid marque pour moi le début du PvE sur WoTLK classique. Et pour deux raisons. La première c'est que vous devriez tous être équipés et prêts pour la sortie d'Ulduar. Et donc pas de soucis avec le leveling ou équipement, la phase 1 a été relativement facile. Tout le monde donc qui joue raisonnablement devrait être en capacité de participer à la progression de ce raid dès la sortie. Et ensuite c'est le début de la difficulté avec des hard modes qui demandent pas mal de préparation et d'entraînement. Alors évidemment il y aura toujours des guildes élites, soit issus de serveurs privés ou des guildes top world qui vont tout clean en quelques heures, mais pour un jeu qui a 15 ans avec des serveurs actifs sur toute cette durée, ça me semble normal. Mais je pense que pour certains hard modes, la plupart des guildes, surtout en pré-nerf, devrait avoir un petit peu de mal. Je vais donc vous briefer dans cette vidéo sur un petit peu l'histoire autour d'Ulduar, les différents boss, les changements opérés par Blizzard sur notre version de classique, et pour finir, quelques loot cultes. Vous êtes toujours 57% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné. Pour ne pas manquer la sortie des guides et des news, je vous invite à le faire et activer la cloche pour être notifié. De plus, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour soutenir et débloquer des vidéos exclusives à WoTLK classique, comme par exemple du Farm Gold. Sur ce, c'est parti! Alors, concernant le lore, je vous fais la version courte. Des aventuriers se sont installés dans la cité des Titans pour en apprendre plus sur son mystérieux passé. Des explorations approfondies ont révélé que les magnifiques complexes étaient en réalité une prison conçue pour enfermer le dieu très ancien de la mort, Yogg-Saron. Cette horreur antique a corrompu ses gardiens et est en train de se libérer de ses dernières entraves. Devant le péril que représente la libération prochaine de Yogg-Saron, un groupe de mortels s'est préparé à assaillir la cité, mais triompher des légions des serviteurs de fer et détruire les défenses colossales qui en gardent l'entrée va demander une force extraordinaire. Une telle victoire suffira-t-elle à venir à bout de la folie cachée de la surface? Alors pour la version longue, je vous mets en description une vidéo de Sam Vostok sur le sujet. Concernant Ulduar de manière spécifique, donc vous allez retrouver 4 zones et 14 boss. La première zone sera le siège d'Ulduar avec le Léviathan des Flammes qui comprend 4 niveaux de hard mode, Ignis le maître de la fournaise qui n'a pas de hard mode, Tranché-Kai qui n'a pas de hard mode, le déconstructeur XT002 qui a un hard mode. Ensuite on passe dans la deuxième zone, l'antichambre d'Ulduar avec l'assemblée de fer, on retrouvera donc 3 modes de difficulté à ce niveau-là, Kologarn qui n'a pas de hard mode, Oriaya qui n'a pas de hard mode, la troisième zone des gardiens d'Ulduar avec Freya qui a 3 modes de jeu différents, Odir qui a un hard mode, Mimiron qui a un hard mode, Thorim avec un hard mode également. Ensuite on passe dans la quatrième zone, la descente dans la folie où on va trouver le général Vesax qui a un hard mode également, Yogg-Saron avec 4 niveaux de difficulté, et enfin, la cinquième zone, le planétarium céleste avec Algalon l'observateur qui est considéré comme de base en hard mode. Tous les boss dans Ulduar donnent des emblèmes de triomphe qui peuvent être utilisés afin d'acquérir des équipements de qualité épique des différents vendeurs de Dalaran. Ils peuvent aussi lâcher une orbe runique, un composant rare utilisé pour fabriquer des équipements de haut niveau. Aussi, chaque boss en difficulté 25 a une chance de lâcher des fragments de Valanir dont on a besoin donc pour la reconstruction de Valanir, enfin le marteau des anciens rois qui sera l'arme légendaire, on en reparlera un petit peu plus loin. Et d'ailleurs pour parler des emblèmes de triomphe, souvenez-vous, Blizzard avait déjà fait des modifications, à savoir les emblèmes de vaillance qui tombaient autant en 25 qu'en 10, alors qu'à l'époque le 10 lootait des insignes héroïques. Là ils avaient vraiment fait en sorte qu'on puisse se stuffer avec les meilleurs objets en 25 également en 10, et je pense que ça sera la même chose avec Ulduar 10 qui devrait également looter des emblèmes de triomphe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objets qu'on va pouvoir acheter avec ces emblèmes vont être buffés, puisqu'on va en parler un petit peu juste après, je vous spoil, mais Blizzard a décidé de buffer le e-level, et donc ça veut dire que les objets avec ces emblèmes de triomphe vont avoir un e-level assez énervé, puisqu'ils devraient être boostés par le hub de Blizzard, enfin logiquement. Voilà, en tout cas c'est tout pour les bases d'Ulduar. Mais du coup, quelle est l'expérience des joueurs de WoTLK classique pour Ulduar? Eh bien ça tombe bien puisque je vous ai fait un sondage il y a quelques temps, donc je vous l'affiche tout de suite. Et c'était simplement pour vous poser la question, quel a été votre progress sur Ulduar à l'époque? Et on a vu avec 1400 votes, donc 12% qui avaient absolument tout clean, 100% des hard modes, 100% clean 100% en normal avec quelques hard modes, on avait 17% des joueurs.
clean à 100% sans faire de hard mode 6%, juste quelques boss normaux mais pas clean 20% quand même, jamais joué ce raid 45%. Donc ce sondage j'ai trouvé assez intéressant parce que déjà on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde sur classique qui n'a absolument jamais mis les pieds à Ulduar, donc déjà pour beaucoup de joueurs de classique ça sera une totale découverte. Et également je pense que concernant les 12% des 100% qui ont clean les hard modes qui étaient quand même assez difficiles, et moi je me souviens que sur mon serveur je sais même pas si avant le nerf en tout cas, parce que vraiment il y avait avant et après le nerf hein, quand même, c'était une grosse différence sur, notamment sur Yogg Saron, et bien je crois qu'avant le nerf personne sur mon serveur l'avait tué, et après le nerf il avait commencé à être tombé. Donc dans ces 12% je pense qu'il y a pas mal de joueurs de serveurs privés qui ont participé, qui ont répondu qu'ils ont clean, parce qu'effectivement c'est pas faux non plus, ils ont cette expérience là et ils sont en capacité de clean les hard modes, même si j'avais précisé quand même à l'époque, mais bon voilà 12% ça me semble un peu élevé pour les 100%, mais bon je me trompe peut-être, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs quelle est la difficulté de ce raid? Je pense que vous avez été nombreux à être déçus avec quelle facilité on a clean la phase 1 de WoTLK classique, et je pense que d'ailleurs le buff des 30%, parce que faut pas oublier, hein, Blizzard a buffé Nax Ramas de 30% dégâts et 30% de points de vie. Donc imaginez s'il n'avait pas fait ce buff là à quel point on aurait roulé sur l'instance. Donc je pense que Blizzard aurait pu ajuster un petit peu son équilibre sur certains boss. On avait, je pense le seul boss qui arrivait à faire wipe vraiment, c'est principalement le Patchwork qui pouvait au début sur les premiers jours taper assez fort. Mais je pense que Blizzard, mis à part ce boss là, aurait pu équilibrer un petit peu les autres boss. Qu'à l'époque, les boss qui avaient le plus résisté sur WoTLK, c'était les deux boss d'Ulduar, à savoir d'après cet article de Millennium, Yogg Saron avec 0 gardien qui avait été invaincu pendant 84 jours après la sortie d'Ulduar. Ensuite on avait Algalon l'Observateur qui était invaincu pendant 50 jours après la sortie d'Ulduar. Et je pense que c'était surtout dû au fait parce que vous avez en fait 1 heure pour try dans la semaine, hein, donc forcément quand on est en apprentissage et qu'on découvre les stratégies, c'est pas évident en 1 heure de vraiment adapter comme ça un raid, surtout un raid de l'époque. Et l'autre boss qui avait un petit peu résisté sur cette extension, c'était le Roi Lich en 25 héroïque qui avait été invaincu pendant 45 jours à cause du gating en fait. C'est juste que en fait il y avait une aile ouverte par semaine, donc en réalité il est tombé plus vite que les 2 premiers boss. D'ailleurs voici ce que vous pensez de la difficulté sur Ulduar vis-à-vis des autres boss. Parce que je vous avais fait encore une fois un petit sondage avec 1300 votes cette fois, et bien vous aviez dit que Yogg Saron 0 gardien était clairement le boss le plus difficile et positionné Lich King 25 HM juste derrière. Je crois qu'il y avait une version nerfée aussi de Lich King qui était sortie, il avait été nerfé assez rapidement je crois, et on voit que Algalon dans votre mémoire en tout cas est beaucoup plus bas. Donc est-ce que c'est l'expérience des serveurs privés qui parle? Je ne sais pas, en tout cas Yogg Saron est clairement le boss le plus difficile d'après vous. Maintenant, étant donné que Blizzard a annoncé une version pré-nerf de tous les boss d'Ulduar, on peut donc s'attendre à pas mal de challenges sur certains boss en hard mode, et en particulier Yogg Saron, surtout pour les joueurs qui ne sont pas des joueurs qui sont entraînés pendant des années sur serveur privé, car évidemment les meilleures guildes au monde vont probablement tout clean le premier ou deuxième soir. Pour certains en hard mode d'ailleurs, je pense qu'on peut s'attendre à une difficulté qui va être très proche de Vache pré-nerf sur TBC classique, enfin Vache Keltas, en gros c'était un peu les 2 boss pré-nerf qui étaient assez compliqués pour beaucoup de guildes, qui ont freiné beaucoup de progression, pour ceux qui l'ont fait et qui se souviennent de cette période-là sur classique. Et d'ailleurs, je crois que c'était une des périodes de WoW classique où on a eu le plus de joueurs qui ont arrêté au jeu parce que justement la difficulté était trop grande. Donc je pense qu'il faut quand même trouver un juste milieu dans la difficulté, il faut que classique reste du plaisir, qu'il y ait des challenges, mais que ce soit pas trop bloquant. Alors du coup, maintenant parlons un petit peu de cette mise à jour de raid. Quelles sont les modifications que Blizzard a apportées? La force d'Ulduar, contrairement à SSC et Vache qui a bloqué beaucoup de joueurs sur ses récompenses, c'est aussi de s'adapter aux joueurs et de proposer des récompenses qui sont à la hauteur de vos performances. C'est-à-dire que du coup, vous avez le choix au moment où vous allez lancer le boss de lancer et de déclencher des modes hard ou pas. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours tuer le boss en normal et passer au suivant et avancer et avoir une certaine progression. Et donc du coup, moins de frustration. Donc Blizzard a décidé de buff le e-level de Ulduar comme précisé dans cet article. Ce qui place l'équipement d'Ulduar 25 à 232 avec les objets de base 6 levels au-dessus des objets qui tombent sur Kel'Thuzad, ce qui est inédit. En général, les boss de fin de palier lootent des e-levels équivalents ou supérieurs au palier suivant, ce qui ne sera pas le cas du coup sur Ulduar. De plus, les hard modes vont drop des objets qui vont aller jusqu'à 251 e-level, ce qui est déjà plus élevé que le raid suivant qui était normalement prévu, c'est-à-dire le Colisée devait avoir un e-level
équivalent à peu près à ça, mais là ça va être vraiment supérieur à une phase d'avance du coup. Donc à savoir l'épreuve du croisé en 25, hein, normal. Maintenant à voir si Blizzard va décider de buff encore plus Ulduar, hein, puisque pour l'instant ils n'ont pas annoncé autre chose que le pré-nerf. Hein. Ils avaient dans un deuxième temps annoncé le buff de Naxxramas, c'est pas impossible qu'ils buffent un petit peu Ulduar également ou certains boss. Et comme je disais, parce que malgré le buff de 30%, hein, sur Nax on l'a complètement enroulé. Je voudrais également signaler que pour la sortie d'Ulduar, Blizzard avait aussi annoncé l'ajout de donjons héroïques qui en plus de looter des objets de Nax 10, eh bien Nax 10 lui de son côté pourra loot des objets de Nax 25, de quoi rapidement vous équiper si vous êtes encore en tard ou vous voulez vraiment attaquer que sur Ulduar. A noter que cette modification ouvre la voie sur le farm de l'arme légendaire sur Ulduar 10 quand nous allons passer sur la phase 3, donc l'épreuve du croisé, car s'ils font la même chose, il serait possible de loot les objets légendaires également en 10, à faire à suivre. C'est possible qu'ils ne le fassent pas, mais en tout cas si on suit cette logique, c'est pas impossible. Et pour finir ce petit article, je vous présente 3 objets que je trouve assez cultes hein, par rapport à Ulduar. Alors il y en aura sûrement d'autres hein, qui vous intéressent peut-être plus que ceux-là, à ce moment-là mettez-le moi en commentaire, mais je pense que ceux-là sont quand même assez incontournables et seront très attendus évidemment pour la sortie d'Ulduar. Donc évidemment le premier objet dont on ne peut pas vraiment passer à côté, c'est le marteau légendaire, le marteau des anciens rois. Alors, quelle est la particularité de cet objet, en plus du fait qu'il soit évidemment légendaire? Eh bien, par rapport à la puissance d'Ulduar, donc il faut savoir qu'il est actuellement à 245 level, on n'a pas la version buffée qu'on va avoir exactement sur WotherLeague classique, donc ça sera plus élevé que ça, et on a déjà une puissance des sorts qui explose tout ce qu'on peut trouver sur le palier, donc en fait cette arme sera bis pour absolument tous les healers, hein, évidemment, potentiellement aussi pour tous les casters, parce que même si on n'est pas healer, les statistiques qui seront dessus seront, il n'y aura rien qui sera au-dessus en fait, hein. En plus on a du crit, de la hâte, enfin voilà, on a vraiment des très très bonnes stats qui vont intéresser énormément de classes. Mais évidemment, tout le monde ne pourra pas l'avoir. Et bien sûr, je vous ai fait un sondage il y a quelques jours pour savoir ce que vous pensiez sur l'attribution de cette arme légendaire, quelle était la classe qui était la plus performante pour l'obtenir en tout cas. Et bien sûr, c'est le paladin qui est sorti à 65% sur 1600 votes. Le deuxième, le chaman, ex aequo, le prêtre et le druide. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut donner cette arme qu'à un paladin ? Non, je ne pense pas. Ça peut être vraiment un bon moyen de rétribuer vos meilleurs joueurs. Et vaut mieux donner cette arme-là à un très très bon chaman par exemple plutôt qu'à un druide ou un paladin plutôt qui joue pas ou qui a jamais joué la classe et au qui vous savez pas qui va rester dans votre guilde. Donc vraiment après c'est au feeling pour savoir à qui on va assigner une telle arme. Mais après pour ceux qui se posent la question sur vraiment sur quelle classe est le plus performant, c'est clairement sur le paladin. Ensuite, la deuxième grosse particularité en plus de sa puissance, on va dire, de base, c'est son effet, hein, qui est quand même assez incroyable, qui est probablement un des meilleurs effets de heal qu'on peut avoir du jeu. Hein. Je pense que il y a eu rarement d'objets aussi puissants que celui-ci dans le jeu pour un healer. Alors faites très attention sur le tooltip, ce n'est pas préventif, c'est-à-dire que c'est des points de vie rendus. Pour ceux qui se souviennent, c'est le même fonctionnement que la broche scarabée hein, qui est ici. D'ailleurs, je crois qu'elle avait déjà été changée puisque c'était pas sur les points de vie rendus au début, c'était vraiment sur les soins produits, il me semble, hein, au tout début du jeu. Pour ceux qui se souviennent, parce qu'il me semble qu'il y avait des abus sur cette broche scarabée et elle avait été nerfée, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, c'est vraiment le même fonctionnement que ce sort-là, et d'ailleurs, je me demande si les deux se cumulent. Donc du coup, en ayant compris hein, comment fonctionne ce proc, je pense que vous voyez un petit peu mieux pourquoi cet objet va être plus intéressant que certaines classes, enfin pour certaines classes que d'autres. Et pour en finir avec l'arme légendaire, pour ceux qui sont curieux pour savoir comment on fait pour l'obtenir, eh bien déjà ça prend à peu près 8 semaines hein, environ pour avoir les 30 fragments, sauf si vous avez vraiment beaucoup de chance, mais en moyenne on part sur 8 semaines, il va falloir donc combiner, c'est-à-dire une fois que vous avez 30 fragments, vous cliquez dessus, ça vous lance une quête, et ensuite vous allez devoir rendre cette quête, donc derrière l'assembler le fer, hein, qu'on a vu précédemment, derrière il y a une salle cachée, vous allez pouvoir faire avancer votre quête à ce niveau-là, et enfin il y aura une action à faire sur Yogg-Saron en ayant un gardien de moins, donc avec 3 gardiens normalement, et vous pourrez finir votre quête et finir votre âme. Donc c'est assez facile finalement de la faire normalement une fois que vous avez les 30 fragments. J'envisage d'ailleurs de faire une petite vidéo un peu Mindbuster sur cette arme-là en la testant sur un serveur pour voir un petit peu comment ça marche avec les différents procs, avec différentes classes, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que je devrais faire une telle vidéo ?
Deuxième objet que je trouve évidemment culte, hein, c'est la monture de Ulduar, donc la tête de Mimiron. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça tombait sur Mimiron, mais pas du tout. Ça tombe sur Yogg-Saron à partir du moment où vous ne le faites avec aucun gardien, donc soit la difficulté maximale. Donc pour vous dire qu'on n'en verra pas beaucoup, je pense, en tout cas pas tout de suite. Même si elle tombe à 100%, à partir du moment où vous le tombez, c'est un petit peu comme les dragons hein, sur Sartha 3 Drake, là c'est pareil. Ça tombe à 100% si vous arrivez à le faire dans ce mode de difficulté. Donc, elle est assez clivante, hein. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent très très moche, au contraire, il y en a qui la trouvent très stylée. Moi, personnellement, je la trouve assez amusante et je trouve que c'est une super monture parce que justement, elle est atypique, elle ressort vraiment des autres montures, elle contraste, et moi j'aime bien quand ça contraste comme ça. Donc, je trouve que c'est une monture géniale, voilà, tout simplement. Donc, bonne chance à tous ceux qui voudront aller chercher, mais en tout cas, je pense que la personne qui l'aura, c'est un petit peu comme le phénix, on peut pas trop le manquer. Et pour finir, le dernier objet que je mettrais dans mon petit top 3, ça serait la queue de la comète. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Il a été buffé, je crois qu'il va à plus de 750 de hâte pendant 10 secondes. C'est vraiment notre trophée épine du dragon pour Ulduar, pour Wotelka, tout simplement un des meilleurs bijoux pour les mêlées, qui va énormément scaler pour beaucoup de spé, beaucoup de classes et beaucoup de mêlées, je pense que le voudront même à la fin du jeu. Et je pense qu'il vaudra une fortune en G-bid. Voilà, c'est tout pour cette vidéo récap, présentation de la sortie d'Ulduar. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve de temps en temps sur Twitch pour discuter, mais également sur Discord où il y a régulièrement des giveaways. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre, tous les liens sont en description. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut à Guild et bon loot, ciao!